Moi, mon mari me disait tout le temps, et il avait raison, que lui, ça avait, détruit sa vie. Mais que moi, ça m'avait ouvert un autre horizon, mais c'est vrai. Bon courage les gars. Sur le marché de Saint-Omer, au printemps, le soutien aux camarades d'Arcelor est quasi unanime. Les gens sont avec eux. Et beaucoup finissent par dire « Moi aussi j'ai connu un PSE. Moi aussi je suis allé à Paris. » Et rajoutent, plutôt résignés, « Ça sert à rien. À part voir des CRS, faut surtout négocier la prime. » Alors dans cet épisode, j'ai voulu faire un peu d'histoire, celle de mon coin, comprendre ce que ça fait aux gens, ce que ça nous fait, ces usines qui ferment, ces luttes dont on peut être fier. Tout ça sur 2-3 générations. Je suis secrétaire administrative et ici à l'Union locale CGT Lancé Nain-Beaumont depuis 5 ans. Et je suis une femme d'ex-Métallo. Métal-Europe, c'était le poumon économique du coin. Ils étaient à plus de 800 salariés. Travailler à Métal-Europe, c'était évident pour les hommes de cette génération. Ils y gagnaient très bien leur vie. Ils y risquaient leur vie aussi tous les jours, mais ils gagnaient très bien leur vie. Mais Bruno, tout de suite, c'est ce qu'il a dit, le metteur en scène. Il a dit, moi j'étais très surpris de l'amour que vous aviez encore pour votre usine. Mais il a toujours dit ça. Hein. Dès qu'on a fait l'atelier d'écriture, il disait, mais tous les textes, si Lévis revenait. Oui, parce qu'on a des bons souvenirs, parce qu'on dit toujours, mais on a formé une famille. Attention, hein, une famille, il y avait quand même des brebis galeuses, hein, ça c'est sûr que c'est comme partout. Hein. Même s'il y a eu un licenciement brutal, ta meilleure expérience, ça reste Lévis. C'est mon premier travail, mais ça sera à refaire, j'y retourne. Hein. Ouais. Ah oui. Malgré les cadences. Ah oui, moi j'aimais bien. De toute façon, on était des robots. Hein. Quand il y avait une porte ouverte, les gens disaient vous pouvez pas aller plus doucement, on voit pas qu'est-ce que vous faites. Mais nous, c'était l'habitude d'aller vite. Après, moi j'avais le bon poste en boutonnière baguette parce que plus on en faisait, plus on gagnait. Et toutes les heures, on pouvait aller fumer sa cigarette, on pouvait aller boire son café. Tant que le quota était fait, c'est ça qui on nous disait rien. Voilà, nous, les filles, elles repartaient chez elles avec leur blouse, elles faisaient leurs courses avec leur blouse. Mais ça t'a usé un peu, non? Ah, le dos. Parce qu'on était des machines comme ça. Le dos, là. Voilà. Comme ça. Et t'as travaillé combien de temps chez Lévis? 21 ans. 17 ans et demi. Et 20 ans. D'abord, on voit la profondeur chronologique de ce mouvement, parce que à Lévis c'est 99, et donc ça fait déjà presque 30 ans. Et en réalité, ces ouvrières-là, très souvent ce sont des filles de mineurs, qui ont déjà vécu la suppression des mines et qui ont frappé leur père, leur frère, leur oncle, etc., etc. Un des points qui est très important, évidemment, c'est que quand on est fier de son métier, c'est un truc dont on peut parler à ses enfants. Bon. Et donc cette transmission fière qu'on a de grands-parents à petits-enfants, de parents à enfants, cette transmission fière, elle s'interrompt. Et là encore, les effets corrosifs de ça, à quel point ça abîme, on peut le deviner, mais on ne le dit pas assez. Ça abîme. Il s'est jamais remis de son licenciement. Jamais. Il faisait illusion, mais il s'est jamais remis. Il l'a appris par la télé, sur le journal France 3, parce que il était en repos ce jour-là. Il nous restait 3 ans à la maison à payer. Enfin bon, c'était... De toute façon, on avançait dans le vide. Et il fallait que je retrouve du travail très rapidement. Parce que par rapport à ce qu'il allait toucher à Pôle emploi, à l'époque, on perdait plus de 1000 €. Il fallait réagir très vite. Et donc comme j'aimais aussi le contact avec les personnes âgées, alors je suis partie comme auxiliaire de vie, où on embauchait très facilement à l'époque. Après, lui, il est allé faire une formation dans la logistique et a retravaillé quelques années dans la logistique, mais sur ce plan. C'était toujours de l'intérim de toute façon. Ah oui, c'était en intérim? Toujours de l'intérim, ouais.
Il était agent, donc soit il déchargeait des camions, soit il préparait des commandes, soit voilà. C'est peut-être paraît très patriarcal ce que je dis, mais à l'époque c'était les hommes qui ramenaient l'argent. On en était encore là, quoi. Et le fait de plus avoir de fiches de paie, enfin moi je sais bien, il restait 2 mois au chômage, il m'a dit je peux rester comme ça, si j'ai pas de fiche de paie, non. Passer d'ouvrier qualifié, d'ouvrier qui produit, donc qui produit et donc qui participe à la richesse nationale, qui fait que le pays tient, que le pays est prospère, à un agent de manutention qui gère des colis, gère des stocks et qui gère des flux, sur un quai, évidemment il y a une espèce de perte subjective qui est très douloureuse, parce que donc c'est des pertes de salaire, hein, d'abord évidemment, mais c'est aussi une espèce de fierté productive qui s'évanouit. À Métal Europe, ils produisaient des métaux rares. Bon. Ils avaient des capacités technologiques, une maîtrise technologique exceptionnelle. Bon. Et c'est ça qui a été pillé par l'actionnaire. Bon. Depuis septembre dernier, date de l'annonce du projet de fermeture du site, les filles de chez Lévis, comme on les appelle, se seront battues. Manifestations, pétitions, propositions de réduction de salaire, même leur combat aura été vain. On voulait tant garder notre emploi et on n'y a pas arrivé. Alors je suis écœurée, je suis déçue. C'était un code, l'Europe sociale. C'était aujourd'hui qu'il fallait faire quelque chose. On fermait 4 usines dans deux pays différents, en Belgique et en France. C'était là qu'il fallait faire l'Europe sociale. C'est pas d'en parler, c'est l'Europe du pognon. Toujours l'Europe du pognon. Et aujourd'hui, on le voit. T'as jamais retrouvé de poste fixe? Non. Après, j'ai tombé malade. On était trop vieilles. Non, mais nous, avec Nadine, on a été chez Toyota tout au début qu'ils ont ouvert Toyota. Ils nous font remplir des papiers pour rentrer à Toyota. On a rempli, quand on a fini de remplir, on l'a donné. Ah non, madame, vous êtes... en gros, qu'on est trop vieille. Donc ça nous a foutu un coup quand même, trop vieille, voilà. C'était quel âge pour être trop vieille? Il y a 25 ans, on avait 40 et quelques. Après, ça a été dans l'agroalimentaire. Voilà, ça n'a rien à voir. Ah non, c'est horrible. Puis il faut se faire accepter par les filles. C'est en intérim. Ouais. Alors qu'on nous disait qu'on ne savait pas travailler, qu'on travaillait mieux que les embauchés. Ah, c'était à Frénord. C'était une usine de... comment on appelle ça? De lasagne. C'était une usine de pâtes de croissant, vous savez. Ah oui, d'un rôle, oui. Pas longtemps. Ouais. Donc, Croustipat. Croustipat, oui. Et la bonne intérim, elle nous avait appelés. Et ce qui nous avait choqué, là, on rentre comme de baba. Il y avait un grand tableau comme là-bas. On voyait le soir pour le lendemain si on devait revenir ou pas. Le jour. Oui, j'ai fait aussi à Kendas. Là, c'était bien à Kendas. Près d'Arras? Oui, aussi. Mais j'aurais bien voulu rester là parce que là, on surveillait les glaces. On a fait toutes les bonnes intérims de Lens partout. Et la Française de mécanique nous a pris en contrat. Mais on devait travailler en contrat de 32 mois, mais avec un tiers-temps entre deux. T'as jamais retrouvé non plus de contrat fixe? Non. On a eu notre pré-retraite, c'est-à-dire l'allocation équivalent retraite avant, et après on était en retraite. On a eu effectivement des reconversions partielles. Toute la question, elle est là. C'est-à-dire que quand on compare les chiffres de l'emploi dans les mines à ce que l'automobile a pu offrir ensuite, évidemment que ça a été une bouffée d'oxygène dans le Nord, que ça a été organisé comme ça à partir des années 60, parce que la sidérurgie d'une part et les mines commençaient d'aller mal. Et donc les pouvoirs publics ont organisé cette implantation d'industrie automobile dans le Nord. Et ça, le textile, il n'y a pas eu de reconversion possible. Et là, ça a été des zones entières qui ont été laminées et où on a les pouvoirs publics ont organisé l'arrivée de tel ou tel repreneur, qui parfois n'est pas resté d'ailleurs. Bon, ça c'est aussi un immense problème. Et donc, en termes d'emploi dans l'industrie,
le déclin il est net. Et moi j'ai souvenir, quand je suis arrivée à l'UD il y a 15 ans, c'était en hiver, et il y avait les frais nord, l'histoire de la viande de cheval dans les plats préparés. Voilà. Et on est allé sur cette usine, et en arrivant, donc il y avait des silos, et tout en haut de ces silos, il devait faire -3, -4 degrés. Il y a des camarades qui étaient montés la nuit dormir là-haut pour qu'on les écoute. Juste pour qu'on les écoute. C'est les syndicats qui ont essayé de tenir ici ou là et de porter ce visage du monde du travail. Mais politiquement, ça a été abandonné. Voilà. Et là, il y a une faillite politique, à gauche en particulier, que je ne dénoncerai jamais assez violemment. Il y a 15 jours ou un mois, je ne sais plus, j'étais en train de déployer des archives au ministère de l'Industrie, et tu vois très bien que Strauss-Kahn en 92, alors que le textile est en train de se casser la figure, il y a une réunion interministérielle et on laisse les choses se faire. Voilà. Que le textile s'en aille de France, c'est pas grave. Et que la décision de fermeture soit annulée. Nous avons espéré qu'un gouvernement socialiste aurait choisi parti des travailleurs de Vilvoorde. Les salariés existent. Il y a des syndicats. Il y a une mobilisation qui peut se mener. Donc, je crois qu'il ne faut pas attendre tout de l'État ou du gouvernement. Un des trucs centraux dans cette désindustrialisation, c'est que, en même temps qu'on ravage un présent, on met en crise l'avenir. Quel avenir ils te le disent tout le temps, en fait, dès que tu parles un peu, c'est quel avenir pour notre coin, quel avenir pour nos jeunes. Il n'y a pas de pays sans industrie. Un pays qui n'a pas d'industrie, c'est un pays qui n'existe pas, en fait. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bon. Donc il y a un enjeu, industriel, et comment on fait pour renouer, comment on reconstruit ce pacte moral autour duquel une France industrielle s'était construite. Malgré le désarroi dans lequel on était, ça a été une aventure humaine magnifique. C'est un souvenir, même mes enfants, et les enfants de tous les métallos s'en souviennent. La série s'arrête là pour l'instant, même si une saison 2 est toujours possible, avec j'espère des victoires et des images de l'intérieur de l'usine. Alors merci aux camarades d'ArcelorMittal. En attendant, si vous voulez témoigner, si vous avez des idées pour réindustrialiser la France, il suffit de nous écrire. Adresse indiquée.